La semaine a été dominée par un détroit presque fermé, un accord presque conclu et une question toujours entière. Qu'est-ce qui ferait réellement céder Téhéran? Et derrière Hormuz, les rapports de force ont bougé partout. À Kiev, il faudra comprendre si la pression russe marque une avancée, une guerre d'usure ou surtout un test pour les alliés occidentaux. Pékin, lui, a mêlé drones, Xinjiang et tarifs dans sa riposte à Washington. Même confrontation, mais des responsabilités et des risques racontés de façon très différente. Puis une Cali sous haute sécurité pour l'investiture d'El Tigre, refondation populaire, inquiétude sécuritaire ou dérive autoritaire. Et à Gaza, 112 corps exhumés vont révéler jusqu'où les récits s'écartent quand il faut nommer les responsables et compter les victimes. Mais d'abord, Hormuz, parce que toute l'économie mondiale attend une réouverture dont personne ne donne encore la même clé. Le socle est net. L'Iran et Oman discutent d'un cadre de navigation et plusieurs rédactions jugent l'accord proche. Mais cet arrangement ne suffit pas. Téhéran conditionne la réouverture du détroit à des réponses américaines. Et la liste est lourde. Arrêt des menaces et des opérations militaires, fin du blocus naval, retrait des forces américaines autour de l'Iran, compensation, levée des sanctions et libération des avoirs gelés. 6 conditions, mais 2 dossiers en réalité. Exactement. D'un côté, Oman négocie la route, les règles et la sécurité du passage. De l'autre, Washington doit répondre au rapport de force politique. Jusque-là, les rédactions racontent le même film. Ensuite, elles ne donnent plus du tout le même sens aux exigences iraniennes. Iran international, le Washington Post et Infobae y voient surtout un verrou. L'accord technique avance, mais la liste adressée aux États-Unis maintient la réouverture dans l'incertitude. Tengri News, RG.ru et Achar Kalosat cadrent plutôt cette liste comme une défense des droits iraniens. Même demande donc, mais d'un côté elle prolonge l'impasse, de l'autre, elle forme une revendication politique cohérente face à Washington. Télésur déplace encore le centre du récit. Le média d'État bolivarien présente la gestion du détroit comme l'affaire des États riverains, dans une logique régionale qui refuse la tutelle extérieure. Et RG.ru lit presque le même contrôle depuis l'autre rive. Une perspective problématique pour Washington, Abu Dhabi et Riyad, avec le risque d'un précédent pour d'autres voies maritimes. Je suis pas sûr que les deux lectures soient vraiment comparables, Léa. Télésur parle de compétences régionales. RG.ru regarde les conséquences stratégiques pour les puissances qui perdraient la main. Oui, et c'est précisément l'écart utile. L'un légitime le principe d'une gestion riveraine, l'autre mesure ce que ce déplacement du contrôle changerait. On ne tranche pas, on voit où chaque rédaction place le problème. Reste le calendrier. Protom Halo garde ouverte la voie diplomatique vers un retour normal du commerce. TASS, au contraire, cite un expert qui juge les annonces prématurées et envisage une crise de plusieurs mois, peut-être jusqu'à 1 an. C'est la fracture décisive. Les discussions avancent, personne ne le conteste. Mais Protom Halo raconte une sortie possible. Le Washington Post, le Japan Times et Iran International suspendent leur jugement. TASS installe la durée. À Hormuz, l'accord maritime est presque à portée. Le compromis politique, lui, reste sans définition commune. À Hormuz, les mots ne suffisent pas encore à définir le compromis. En Ukraine, c'est la réalité même d'une nuit de frappe qui change selon l'endroit où chaque rédaction pose sa caméra. Le socle, d'abord. Dans la nuit du 7 au 8 août, la Russie a frappé Kiev et sa région. À Brovary, une maison a été détruite. Un enfant de 3 ans et ses grands-parents ont été tués. Sur l'ensemble des bombardements, le bilan atteint 4 morts et 7 blessés. Là-dessus, les récits convergent. Et cette nuit ne se résume pas à une attaque dans un seul sens. The Express Tribune replace aussi les frappes dans un échange continu entre les deux camps. Mais alors, qu'est-ce qui a réellement été visé à Kiev ? C'est là que les versions se heurtent. Vedomosti relaie le ministère russe de la Défense. Uniquement des infrastructures militaires, une entreprise fabriquant des composants de missiles de croisière et un dépôt de carburant. CNA porte la version ukrainienne. 6 missiles balistiques dirigés contre des infrastructures civiles, avec la maison détruite à Brovary au cœur du récit. Même l'arme dominante n'est pas racontée pareil. Le Kiev Post insiste sur les drones. CNA met les missiles balistiques au premier plan. Ce n'est pas un détail technique. Ces missiles sont présentés par plusieurs rédactions comme de plus en plus employés
et difficile à intercepter. Et il y a une seconde fracture, plus discrète, la méthode. Infobae reprend avec précision la version russe sur les sites visés. The Express Tribune ajoute une réserve essentielle. En pleine guerre, ces affirmations restent difficiles à vérifier indépendamment. Les chiffres de la défense russe brouillent encore le tableau. Al Jazeera arabique cite environ 2000 drones ukrainiens abattus vers Moscou du 1er au 8 août. Liberty Times reprend, pour la même période, un chiffre russe de 397 sur tout le territoire. Même provenance officielle, ordre de grandeur incompatible. Le fait commun, c'est donc l'intensification des frappes et la mort de civils. La fracture porte sur les cibles, les armes dominantes et la solidité des bilans militaires. Une même nuit devient ainsi, selon le média, le récit de civils frappés, d'objectifs militaires revendiqués ou d'une guerre d'usure dont les données elles-mêmes restent disputées. En Ukraine, même les chiffres officiels deviennent un terrain de confrontation. Avec Pékin et Washington, le rapport de force se déplace. Il porte aussi sur les technologies qu'on laisse circuler et sur les raisons qu'on invoque pour les bloquer. Le socle d'abord. Mercredi 5 août, la Chine a répondu aux restrictions américaines par des contrôles sur les exportations de drones, de composants et de technologies associées vers les États-Unis. 6 entités américaines sont également visées. Là-dessus, les rédactions convergent. C'est un nouvel épisode d'une confrontation commerciale et technologique déjà installée. Et Infobae précise que certains de ces équipements sont à double usage, civil mais potentiellement militaire. Donc ce n'est pas seulement une bataille de droits de douane. Qui protège sa sécurité et qui se sert de la sécurité pour frapper l'autre? C'est exactement la première fracture. The Hindu présente les restrictions américaines comme liées au travail forcé et à la sécurité nationale, en rappelant les alertes de l'ONU sur de possibles crimes contre l'humanité visant les Ouïghours. Xinhua, média d'État chinois, inverse le cadrage. Washington utiliserait ces accusations comme prétexte pour sanctionner des entreprises chinoises et atteindre les intérêts fondamentaux du pays. Même rupture dans le vocabulaire juridique. Al Jazeera arabique relaie l'argument américain. Empêcher l'entrée de biens associés à des violations des droits humains. An-Nahar met plutôt en avant l'accusation chinoise contre des entités qui auraient soutenu des sanctions qualifiées d'illégales par Pékin. Le désaccord ne porte donc pas sur l'enchaînement des mesures, mais sur leur légitimité et sur leur nature. Xinhua construit le récit d'une réponse juridique et souveraine. Digi24 regarde la boîte à outils. Contrôle renforcé, entreprise ciblée, enquête de sécurité nationale. Chez l'un, la justification domine. Chez l'autre, c'est la capacité de Pékin à compliquer concrètement l'accès américain aux technologies. Il y a aussi le calendrier. Al-Quds al-Arabi insiste sur l'escalade avant une visite attendue de Xi Jinping aux États-Unis. Autrement dit, la contre-mesure peut aussi peser sur la négociation à venir. C'est son cadrage, pas un objectif reconnu par Pékin. Même décision, 3 récits. Une riposte contrainte, une défense souveraine ou un levier placé dans un calendrier diplomatique. Le fait partagé, c'est que drones, Xinjiang et commerce sont désormais noués dans une seule confrontation sino-américaine. Après Pékin, encore un rapport de force qui déborde son terrain initial. En Colombie, un changement de président recompose à la fois la sécurité intérieure et l'alliance avec Washington. Le SOC d'abord. Abelardo de la Espriella, surnommé El Tigre, a prêté serment vendredi après une victoire serrée dans un pays très polarisé. Plusieurs rédactions s'accordent sur 3 promesses. Rompre avec l'héritage pétro, combattre frontalement les groupes armés et resserrer les liens avec les États-Unis. Et il ne s'est pas installé à Bogota. Il a déplacé l'investiture à Cali, avec 11 100 membres des forces de l'ordre autour d'une salle de 2500 places. Ce choix raconte quoi? La décentralisation ou déjà la guerre promise? C'est précisément la première fracture. El Mundo relaie le récit présidentiel. Porter l'État dans les régions. Al Jazeera arabique y voit, par les analystes qu'elle cite, un signal sécuritaire lancé depuis une ville confrontée aux dissidents des anciennes FARC, à l'ELN et au réseau de drogue. Même lieu, mais geste territorial chez l'un, démonstration de force chez l'autre. Je suis pas sûr qu'on puisse détacher ce symbole des rues. Le média d'État bolivarien Telesur met au premier plan les manifestations à Cali, Barranquilla et Bogota, et reprend le cadrage de l'opposant Ivan Cepeda. Une désobéissance civile qui porterait une souveraineté populaire. Justement, l'écart informe. Telesur construit une contre-légitimité dans la rue et qualifie Della Espriella de « délégué de Trump ».
El Mundo raconte plutôt l'exercice souverain du pouvoir. Les protestations n'y concurrencent pas la légitimité issue du scrutin. Même divergence sur Washington. Le quotidien argentin Infobae regarde le concret. Renégocier les droits de douane de 12,5% sur les produits colombiens. Les titres finlandais et brésiliens racontent, eux, un réalignement géopolitique et sécuritaire après Petro. Et derrière ce réalignement, une fracture plus lourde. El Nacional présente bombardement de convois, épandage aérien de coca et méga-prison comme un programme à bâtir. O Globo rappelle qu'au moins 221 personnes sont mortes depuis août 2025 dans les frappes américaines contre de supposés navires de narcotrafiquants, opération que Petro contestait jusque dans leur légalité. Le film commun, c'est donc une rupture assumée. Mais sa signification change complètement. Infobae suit les institutions et le commerce, ABC, Gazeta do Povo et Ile Utiset voient surtout la polarisation, la bascule sécuritaire et le changement d'alliance. Après les alliances qui basculent et les rapports de force qui se durcissent, je t'avais gardé le plus étonnant pour la fin. À Gaza, c'est ce qui ressort de terre qui recompose le récit. Le socle, lui, ne fait pas débat. Cette semaine, 112 corps ont été enterrés collectivement dans le quartier de Sabra, à Gaza City. Ils avaient été retrouvés sous les décombres près de 3 ans après une frappe israélienne de novembre 2023. Et plusieurs rédactions rattachent ces victimes aux familles Abou Sharia et Al-Assaïna. Certaines reprennent aussi un bilan de 300 000 morts pour l'attaque initiale, d'après des sources palestiniennes ou familiales. Jusque-là, même lieu, même corps, même attente. Ensuite, les récits se séparent. D'abord sur la focale. Al Jazeera suit Lara Abou Shreya et raconte l'attente presque impossible d'un dernier adieu. De Hindu recule la caméra. L'enterrement devient le retour matériel d'une catastrophe collective, avec tout un îlot résidentiel détruit. L'une part de ce qu'une famille peut enfin enterrer, l'autre de l'ampleur de ce qui avait été enseveli. Ce ne sont pas deux bilans différents, c'est la place donnée aux victimes qui change. Et le vocabulaire déplace encore le sens. Al-Manar parle de martyrs et rattache la cérémonie à la continuité de la lutte palestinienne. La BBC, elle, ouvre sur l'enquête internationale, les violations visant les enfants palestiniens et la contestation juridique d'Israël. Deux cadres presque incompatibles. Mémoire politique chez Al-Manar, responsabilité à établir dans un dossier contesté chez la BBC. Je suis pas sûr qu'on puisse les mettre exactement au même niveau, Léa. Télésur qualifie directement la cérémonie de plus grand enterrement de l'histoire palestinienne récente. RT insiste surtout sur sa taille et sur les années passées sous les ruines. Pas le même niveau éditorial, non, mais l'écart informe. Télésur transforme l'ampleur en accusation politique. Le média d'État russe garde le projecteur sur la scène funéraire et la durée de l'enfouissement. Donc 112 dépouilles, un événement partagé par tous. Mais autour d'elle, 3 histoires. L'intimité du deuil, la catastrophe collective ou la bataille pour qualifier les morts et attribuer les responsabilités. D'Ormuz à Gaza, en passant par Kiev, Pékin et Cali, le tour est fait. Toute la semaine, les rapports de force ont bougé et les médias se sont séparés sur les intentions, les responsabilités et même la manière de nommer les événements. On a mis les récits de la semaine face à face. À vous de juger. Toutes les sources sont à retrouver sur glucose.press. Et abonnez-vous, le digest de la semaine, c'est chaque lundi. À lundi prochain.